Bon, comment tu vas? Ça va très bien, merci, et toi? Ça va. Et enfin, Ouais, depuis le temps. depuis le temps, parce qu'on pouvait pas avant. Exactement. C'est vrai, En on plus, c'est vrai que tu m'avais demandé à un moment donné, Mais oui, bien on en sûr. avait parlé et tout, mais ça avait pris du temps aussi. Ben oui, C'est compliqué c'est d'avoir les compliqué, hein. autorisations, etc. Ben oui, WWE, ils te laissaient pas les mains libres, comme fallait Exactement. passer par le service de communication ou autre. Maintenant, t'es un peu plus libre. Maintenant, je suis libre et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Amal est avec nous sur la chaîne. C'est ça le catch. On est ravis de l'accueillir avec nous. C'est ta première interview. C'est très gentil de nous l'accorder depuis la fin de NXT UK. La raison pour laquelle aujourd'hui, tu n'es plus sous contrat avec WWE, évidemment. On en reparlera. On parlera de la suite, de ton avenir. The Friendship Never Dies, comme j'ai lu à plein d'endroits sur Internet. Le mouvement Faut a pas été oublier lancé. ça, ouais. Première catcheuse française signée à la WWE, c'est quelque chose d'historique, c'est dans les livres d'histoire carrément, c'est incroyable, hein. c'est fou quand même. Quand on y repense, je me dis, j'en ai fait du chemin. T'en as fait du chemin, Ouais. tout à fait. On va revenir sur ta carrière. T'as commencé le catch en début 2010, par là. C'est Commencé ça. à t'entraîner. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? C'était quoi le processus? Tu t'es dit, ok, j'ai vu du catch, je me suis dit, c'est ce que je veux faire, quoi. Je suis folle. Oui, c'est ça, parce que Non, en fait, mon père était un très grand fan de catch. D'ailleurs, il Ouais. était fan de Triple H. c'est vrai. Et oui, ça a fait un full circle là, quand j'ai signé, que j'ai pu discuter avec Triple H, etc. Mon père était là, ouais, quand même. Moi, j'étais fan de lui. Maintenant, c'est ton boss. Donc, c'était quand même assez incroyable. Donc, mon père c'était un grand fan de catch. Du coup, on regardait le catch à la maison tout le temps, Ouais. quand ça passait à la télé. C'était comme un rituel. On se retrouvait avec mes frères, mon papa, et c'est devenu un truc qui me tenait beaucoup à cœur. Et c'est une discipline que je trouve extraordinaire parce qu'il y avait ce côté spectacle qu'on n'avait pas Ouais. dans les autres sports de combat. Et ça faisait peut-être un peu aussi moins peur de pas, par exemple, le MMA ou la boxe, t'appréhendes un petit peu plus, on va dire. T'avais déjà des affects pour les sports de combat avant ça? En fait, j'étais un petit garçon manqué, j'étais Ok. un peu bagarreux, j'avais 4 frères, donc on se chamaillait beaucoup. Bien sûr. J'aimais beaucoup le foot, je voulais faire du foot à la base. Ok. Mais ma mère, Elle t'a mis le stop. elle m'a dit non, c'est pas pour les filles le foot, non. Après, j'avais fait un peu de basket, mais le catch, c'était vraiment le premier sport où je voulais vraiment m'investir. Et là, ta C'était mère, vraiment elle a le dit, premier c'est sport bon. de combat, quoi. Non, ma mère, elle a dit non. Non, Non, tu vas pas faire du foot, mais du catch. ni foot, ni catch. Non, elle voulait, non, elle avait beaucoup peur pour moi, en fait. Ouais. Du coup, j'étais sur un forum. Ouais. Comme les fans de catch, je savais À pas l'époque, où bien retrouver sûr. des fans de catch. Je suis partie sur un forum et j'ai rencontré une amie qui est devenue une de mes meilleures amies d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et elle m'a dit, il y a un petit show de catch pas très loin, est-ce que ça te dirait d'aller voir? Dans le sud de la France, parce que t'es de Exactement. Béziers, j'ai oublié de le Exactement, préciser. On Béziers. salue Béziers, bien évidemment. Les Biterrois. Et du coup, elle m'a dit, viens. Je dis, carrément, on va aller voir ce que ça donne Ouais. en live. Et puis, on est parti. Et je trouvais ça ouf. C'est complètement différent de ce qu'on peut voir à la télévision, de le voir en réel, quoi. Ouais. Ça donne des sensations qu'on n'a pas face à la télévision. Ouais. Et après, on s'est dit, pourquoi pas essayer, nous aussi, on va voir ce que ça donne. On va passer derrière le rideau. Et on est partis ensemble faire un premier entraînement. Et là, c'était... je sais pas, c'était comme une révélation pour moi, en tout cas. Bon, Ouais. pas pour elle, parce que elle a pris sa première chute. Je le dis tout le temps, elle me dit, arrête de raconter ça. Elle prend sa première chute, elle se met à pleurer. Ouais. Mais moi, j'aimais le raconter pour que les gens comprennent à quel point c'est pas facile. Quand on voit à la télé, ils prennent des chutes, ils se relèvent, ils se mettent des coups, etc. Ouais. Ça va tellement vite et c'est tellement bien fait qu'on croit que c'est facile. Et là, du coup, on s'est rendu compte de la difficulté de la chose. C'est-à-dire que le catch, on a cet a priori, on se dit, comment ils font tout ça sans se faire mal? Et puis, ils se relèvent vite, donc ils doivent pas se Ouais. faire mal. Mais ils se font mal. Exactement. Le catch, ça fait mal. Ça fait très mal. C'est les codes. Et toi, ça passe. Toi, tu vis avec la douleur, tu dis, ok, je poursuis. Exactement. Ok. Donc là, on est entre 2010, Ouais, 2012. c'est ça. Donc là, je fais mon premier entraînement. Je rentre chez moi, je dis à ma mère, ouais, je vais faire du catch. Je vais être catcheuse professionnelle. Et là, ma mère, elle me dit, non, tu vas retourner à l'école. Ouais. Tu vas être avocate. Tu vas aller en droit, etc., etc. Donc, moi, après, je m'entraîne pas beaucoup parce que mes parents, ils sont pas trop d'accord, etc. Je préfère
m'assurer les études derrière. Donc là, je vais à la fac. Et puis, quand j'étais un petit peu plus libre, que je vivais plus avec mes parents, je continuais. Je suis partie, j'ai fait des séminaires à travers la France. Ouais. Je me suis fait connaître comme ça. Ouais. Et après, j'ai réussi à avoir des bookings par-ci, par-là, petit à petit. C'est comme ça que c'est venu, en fait. Bah moi, je t'ai découvert à l'époque, on était en quelle année? En 2012, il me semble. Parce que tu t'entraînais avec White Storm notamment, Exactement. Kevin Reynaud qui venait de Belgique et qui me parlait énormément de toi. Salut Kevin d'ailleurs. Salut Kevin. Il me disait oui, et White Storm aussi. Il y a la petite Amal là, elle a pas peur, cool. Elle met des German, elle prend des German, elle met des manchettes et tout. Mais en plus, une anecdote avec lui, je m'entraînais avec lui à un moment donné et on avait un petit exercice qui était, bon, c'est débile, mais on se mettait des chops. Ouais. Et genre, je te mets une chop, tu me mets une chop jusqu'à ce que la personne, elle abandonne, quoi. Et on faisait ça avec lui. C'était tellement fun. Voilà, le plaisir de souffrir, mais d'offrir également. Exactement. Voilà, c'est ça aussi qui est beau dans le catch. On prend, mais on donne aussi. Hein. Derrière, il faut pouvoir recevoir. Faut pouvoir y aller. Cette phrase, on prend, mais on donne aussi. On va couper au montage. Non, on la garde. Celle-là, elle est belle. Elle est belle. Après ça rentre dans le circuit professionnel. Exactement. Premier combat en 2012. 2012. Chez moi, dans le nord de la France, Capelle-la-Grande, contre déjà une catcheuse internationale, puisque t'affrontes Lady Laurie, si je dis pas de bêtises. Exactement. J'étais arbitre du combat. C'est le grand bain devant un public. Et là, tu te dis, ok, c'est lancé, c'est parti, la machine est en marche. Ouais, je me rappelle quand Marc Sébir, il m'avait appelé, il m'a dit, ça y est, je vais te donner un match. Ouais. Tu vas être... En plus, il m'avait pas donné le nom de mon adversaire. En fait, il voulait me mettre la pression. C'est ça. Il dit, tu vas te faire tuer. Il dit, elle est grande, c'est une Allemande, si, ça. T'as la barrière de la langue, tu Exactement. parles pas vraiment anglais encore à ce moment-là. Ouais, là, c'était assez compliqué de tout mettre en place. Mais comme elle avait beaucoup plus d'expérience que moi, elle a su gérer pour la préparation du match, etc. Donc, elle m'a mis dans le bain. Finalement, ça s'est pas trop mal passé. White Storm, Kevin Reynaud, ils étaient plutôt contents de ce que j'avais fait. Et ouais, c'était ma première expérience, c'était un truc de fou. Il y avait du monde en plus. Il y avait du monde, il y avait pas mal de monde. C'était la fête du village, forcément des activités, il y a du catch, c'est gratuit pour tout le monde. Donc il y a cette pression, il y a aussi pas mal de fans de catch qui sont du nord de la France et qui se déplacent parce que... Il y avait toujours des gros noms en plus sur ces shows, donc je pouvais me faire... connaître, etc., tu vois. C'est là aussi, en fait, où il y a une réalité, évidemment, on va en parler. Le catch en France, notamment pour les catcheuses, le catch féminin est pas très, très développé. Il n'y a pas énormément de catcheuses professionnelles sur circuit français. Pendant tes 3 premières années professionnelles, tu restes en France, principalement. Tu t'exportes pas encore à l'étranger. C'est seulement à partir, je pense, de 2016 que tu as l'expérience, justement, de pouvoir catcher en Allemagne. Et déjà, en fait, t'arrives sur un circuit où il y a des catcheuses, de renom. Je pense que en 2016, t'as affronté des nanas comme Lana Austin, Alpha Female. Ouais. Ça doit être impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Elle a un gabarit incroyable. Elle a une force de ouf. Ouais. Elle te met une claque, tu la sens. Non, c'était des belles expériences qui m'ont préparée pour la suite, d'ailleurs. Ouais, ça va. Bienveillante? Alpha Female, ouais, carrément. Franchement, elle était top. Et puis après, je l'ai vue, elle était à NXT UK quand je suis arrivée là-bas. Elle m'a tout de suite hyper bien accueillie. Là, elle m'a contactée aussi par la suite. Elle m'a dit que pour elle, j'étais le total package et qu'elle voulait rebosser avec moi parce qu'elle a ouvert une promotion par la suite, etc. Donc, non, franchement, je garde des bons souvenirs d'elle. Ça, c'est super parce que tu fais des premières connexions justement avec des gens qui ont déjà évolué dans plusieurs pays, qui ont rencontré plusieurs styles de catcheurs. Il y a justement, je parlais de barrière de la langue, mais je crois que c'est aussi en 2016 que tu as une opportunité à Japan Expo d'affronter 2 catcheuses japonaises. T'as bien fait ton travail, hein. Ouais. Et Yoko Bito et Konami, qui catchent encore aujourd'hui à la Stardom. Pour les amoureux de la Stardom, Konami, elle est elle est assez iconique. Ouais. Là, tu te dis, ok, là, c'est encore un level au-dessus parce que le Joshi Puroresu est super estimé, je vais dire, dans le monde du catch. Ça fait quoi, là? Se retrouver comme ça avec des lutteuses qui ont évolué, pour Konami, qui a la Stardom. Là, il y a un truc. Non, c'était assez incroyable parce que j'avais pas encore affronté des personnes aussi expérimentées qu'elles. Après, ça a été assez compliqué de planifier le match parce que généralement, les japonaises, elles parlent pas bien anglais. Moi, je parlais pas bien anglais non plus, mais après, on a su se débrouiller. J'ai appris par la suite qu'ils étaient hyper contents de ce que j'avais fait. C'était une très, très belle expérience. Franchement, j'avais kiffé. Ça t'a donné envie d'aller au Japon?
Ah ouais, carrément. Le Japon, c'est vraiment quelque chose de... C'est un de tes objectifs encore aujourd'hui? C'est un de mes objectifs à mort, mais malheureusement, les portes, elles sont pas facilement... Elles sont pas facilement accessibles. Accessibles, exactement. Donc, ouais, j'y travaille en ce moment parce que je me dis... c'est le moment propice. Là, je suis entre deux feux, donc autant essayer le maximum de choses que j'ai pas pu faire avant ou que j'ai envie de faire maintenant, quoi. Donc voilà. Ah, il y a une opportunité Japon, on serait ravis. Ouais, grosse expérience. Cool. Bah, juste le fait qu'il y ait Meiko Satamura, quoi. Ouais. Tu vois, moi, je m'entraînais avec elle, je vois ce qu'elle donne sur le ring, je sais comment elle entraîne, je sais sa rigueur, son mindset, etc. Donc, je me dis juste, même si c'est juste pour m'entraîner, si je pouvais aller au Japon même juste pour m'entraîner, je sais que j'évoluerais de fou, tu vois. Ouais. Donc, ça te fait pas peur? T'as vu les images des Gaia Girls? Ah oui, quand elles se prenaient des dropkicks. Oh là là. Non, c'est elle qui les met. Dropkick. Jusqu'à ce que, Mais moi, j'aime bien aussi, tu vois, quand j'étais, par exemple, quand j'ai commencé à m'entraîner avec White Storm, c'était à la dure, tu vois. C'était strong style. Vraiment strong style. On se mettait sur la gueule. Je m'entraînais qu'avec des garçons. Ouais. Donc, derrière. Ils te faisaient pas de cadeaux. Ils me faisaient pas de cadeaux, mais moi non plus, je leur faisais pas de cadeaux. Évidemment. C'est parce que je suis une fille que je vais frapper moins fort. Moi, je vais t'arracher la gueule. C'est la street ici, c'est la street. C'était trop star-ball. Non, mais voilà. Moi, j'ai appris comme ça et j'aime bien aussi quand ça tape un petit peu, que ça, je trouve que ça renforce un petit peu le côté réel et spectaculaire de la discipline, tu vois. Et même ça, je trouve que ça aide aussi la personne qui reçoit pour mieux vendre. Ouais, bien sûr, évidemment. Bah, c'est ce qu'il disait, je crois, Ponce, dans un des lives. Il a dit... L'ami Ponce, évidemment, qu'on salue. Salut Ponce. Il disait qu'il avait ressenti l'impact du dropkick de Kuro sur son torse, mais que ça l'avait aidé à prendre sa chute, tu vois. Bah, je suis entièrement d'accord avec lui. Quand je reçois un coup, si je le sens un petit peu, bah, ça m'aide à mieux vendre, quoi, tout simplement. Si tu le sens beaucoup, là, après, t'as des arguments pour répondre. Exactement. Donc là, ça met de l'animosité dans le match et là, les gens sont contents. 2017, tiens, on continue de remonter. Expérience aux États-Unis. Tu pars un été en Californie. Travail, hein. Tu pars un été en Californie. Tu catches notamment pour la Championship Wrestling from Hollywood. Ouais. C'est ça? Ouais. Belle expérience également. Et tu croises le fer avec une catcheuse qu'on connaît bien aujourd'hui, qui est la WWE, Shotzi Blackheart. Ça va? Ouais. Souvenir? T'étais en équipe avec, tu l'as affronté? Non, mais moi, je m'en souviens, c'est juste que les gens, ils le savent pas forcément. Voilà, savent pas. Forcément. Exactement. En plus, c'était pas des événements qui étaient filmés, donc il y avait pas de retransmission, et on n'était pas encore sur les réseaux comme on est actuellement. Bien sûr, donc les gens, il y avait pas cette exposition, quoi. Et c'est là aussi, tu vois, même pour Jody, c'est encore un début de carrière pour elle. Elle est encore assez fraîche dans le milieu. Mais c'est quand même ouf de te dire, voilà, j'ai croisé des gens qui ont évolué, qui sont arrivés à ce niveau-là. Moi, derrière, pourquoi j'y arriverais pas? Exactement. Et c'est pour ça, 2018, tu tentes ta chance, try-out WWE. Ouais, et là, c'était le tournant de ma carrière, les try-out. Ouais, vraiment, parce que je vivais une époque pas très facile au niveau personnel à ce moment-là, et je croyais plus trop au catch, tu vois. J'avais l'impression d'avoir fait le tour en France, et que toutes les portes... j'avais déjà ouvert les portes que je pouvais, et puis international, c'est voilà quoi. Et je voyais qu'en France, ça allait nulle part, que ça allait pas me faire vivre, que je pourrais pas vivre de ça, etc. Malheureusement, j'avais un autre travail à côté, je pouvais pas me focus dessus. Donc j'avais un petit peu mis ça de côté, et puis les tryouts, c'était un petit peu ma petite lueur d'espoir à moi. Petite lueur d'espoir, on sait jamais, surtout que on a cette chance que en 2017, WWE, ils ouvrent, à partir de 2017, avec notamment l'arrivée de Triple H au pouvoir, il y a des ouvertures qui commencent à se faire en Europe. Le try-out, il a lieu en Allemagne. Et ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, ce qu'on doit bien comprendre, c'est que le catch en France, être catcheur professionnel en France, c'est pas une carrière. Non, malheureusement. C'est plus vu comme un hobby, un bonus. C'est très important que t'en parles au début. T'as assuré aussi un bagage bien scolaire. Sûr, bien évidemment. Je crois que t'as un master. J'ai 2 masters. T'as 2 masters. Ouais. J'ai un master en droit pénal, un master en enseignement. J'ai des diplômes en sciences criminelles, en victimologie. Enfin, rien à voir avec ce que je fais actuellement. Incroyable. Non, mais oui. Après, j'étais très très bonne élève. J'étais très sérieuse. Je voulais que mes parents ils soient fiers aussi. Donc, et j'avais toujours cette peur derrière. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui pense beaucoup à l'avenir. Moi, j'ai peur de l'avenir. Tu vois comment? Ouais. Surtout que là, t'es dans un domaine
artistique, on va dire, et tu sais qu'à n'importe quel moment, les choses peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Exactement. Vaut mieux avoir un bagage, quoi qu'il arrive, ça peut toujours servir dans tous les cas. Hein. Pas de grosses blessures dans ta carrière? Non, je crois que la plus grosse blessure, c'était une entorse à la cheville. Donc ça va. J'espère que ça a commencé comme ça. Ça va, tu t'en sors bien. J'ai une bonne étoile. T'as une bonne étoile, et puis tu t'entraînes, tu t'échauffes beaucoup. Ah oui, non, je fais attention à ce que je fais. La condition physique, très, très, très important dans le catch, bien évidemment. Le try-out, t'es pas la seule française. Non. Vous êtes 4 catcheuses françaises, il me semble, au try-out. Il y a 2 catcheurs français. Il y avait Delia, Mila, Camille, moi. Ouais, donc 4. Ouais. Et puis... A-Buck et Senza. Hein. Senza. Ok. Il y avait... une bonne petite team. Ils recherchaient des Français à ce moment-là, ils se sont dit, tiens... En fait, je sais pas du tout comment ça s'est passé au début. Au début, j'étais pas prévue pour les try-out. Voilà, donc là, je le dis. Donc moi, je faisais ma petite vie. En fait, j'étais plus... Non, c'était pas que j'étais un plan de secours, c'est que ça arrivait... J'ai reçu l'invitation, genre, au dernier moment, tu vois. Ok. Et comme tu le disais, t'attendais plus grand-chose du catch à ce moment-là, en plus. Je crois que je catchais déjà plus. Ouais. Moi, je voulais me focus sur ce qui me faisait manger, quoi, tout simplement. Donc... Voilà, j'y croyais plus trop. Et là, je me suis dit, quand je l'ai reçu en dernier. Je savais que les autres, ils l'avaient déjà reçu. Ouais. Donc, j'avais un peu moins d'espoir, déjà, à ce moment-là. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit, bon, tu fais quoi maintenant? Tu vas ou tu vas pas? Et puis, je me suis dit, bon, je vais y aller. Si ça marche, je continue à fond là-dedans. Et s'ils me disent que j'ai pas le truc, j'arrête totalement le catch. Donc là, c'était... C'était tout ou rien. Là, c'était ça passe ou ça casse. Ok. Là, vraiment, je me suis dit que c'était ma dernière chance, tu vois. Donc, ça a été supervisé par Fabian Eckner et Marcel Bartel. Exactement. D'Imperium. Ouais. Qui aujourd'hui est roster principal, Ludwig Kaiser et Gianni Vici, c'est ça, voilà. Il y avait les coachs du PC qui étaient là, et ça le fait. Et ça se passe bien. Ouais. Ça se passe bien pour moi, en tout cas. Ouais. Donc, franchement, c'était 4 jours, c'était hyper physique. Ouais. Quand on arrivait, ils nous ont demandé direct de faire une promo. Ouais. Et on n'en avait pas l'habitude de faire ça en France. C'est vrai que malheureusement, en France, on manque aussi de cette exposition médiatique, de travailler pour du contenu audiovisuel. Exactement. En France, on a plus cette habitude à travailler pour un public live, et c'est des choses à côté desquelles on passe. Malheureusement. Je me souviens qu'en 2017, quand j'étais à Westcatch, je t'embêtais pour que tu fasses des promos, tout ça, parce que moi j'étais plus dans ce focus-là. Mais moi, les promos, c'était ma phobie, toi. Même, mais tu sais, à chaque fois qu'on me demandait une interview, même juste une interview, ouais. Non, moi je suis là pour me battre. Non, moi je fais la bagarre, je suis pas là pour parler. Non, rendez-vous sur le ring, les gars. Ça a changé là. Oh. Non, c'était vraiment beaucoup ça, et je pense que je manquais aussi un peu de confiance en moi, et avec le temps, l'expérience, etc. Puis j'ai compris que c'était très important dans le catch, les promos, le micro, les skills, etc. Faire passer les émotions. Exactement. Et ça passe aussi par prendre le micro, prendre la parole et s'exprimer. Et j'ai l'impression que petit à petit, ça se passe. C'est arrivé, il y a eu le déclic. T'as raconté quoi alors sur ta première promo au tryout? Sur ma première promo, que t'as dû faire en anglais en plus. Mais c'est ça. Ouais. Donc c'était en anglais. Franchement, je saurais même plus. En fait, j'ai raconté mon histoire. Tu vois, j'ai pas fait vraiment une promo. J'ai raconté mon histoire. J'ai dit comment je suis arrivée ici, etc. Et après, j'ai switché un petit peu en français. Ouais. J'ai parlé en français pour donner un petit peu plus d'émotion. Là, je me sentais un peu plus à l'aise aussi. Ouais. Donc là, il y avait un peu plus. Ça donnait, tu vois. Et mais franchement, je me rappelle plus exactement de ce que j'ai raconté. Mais il y a une vidéo, je crois. C'est vrai, il y a une vidéo? Ouais, tout a été filmé pendant le tryout. Okay. Donc, il doit y avoir une vidéo qui traîne quelque part. Okay. Mais c'était pas ouf, hein. J'ai pas, déjà, moi, mes promos, j'étais pas très confiante au début, mais après, ça s'est amélioré parce que j'ai eu la VXV. Ouais. Où ils m'ont forcé à faire une promo dès le premier jour où je suis arrivée. Okay. Et où j'avais des promos à faire tout le temps. WWE, les tryouts, de ce fait. Ils te disent OK. Alors, ils me disent pas tout à fait OK pendant les tryouts. Donc, du coup, on finit les tryouts et là, ils sélectionnent plusieurs personnes, dont moi. Okay. Et j'étais la seule fille sur 44 participants quand même. C'est pas mal. Et là, ils nous disent, chacun de vous va avoir des opportunités avec la WWE, mais on sait pas encore quoi pour certaines personnes. Je crois que dans ta session, il y avait Ilya Dragunov notamment. Exactement, Ilya Dragunov, il y avait Oliver Carter qui maintenant il a changé son nom à NXT. Qui est parti, qui est aux États-Unis maintenant. Il est aux États-Unis. Il y avait des Hongrois
qui je pense ils sont à la VXV et je pense qu'on va les voir un jour à la WWE. exactement. Le catch en Hongrie, ça perce. Hein, ouais, c'est un truc ouf. de fou. C'est un truc de fou. Ouais. Il y avait quelques gars de la VXV aussi, Marius Alani, je crois qu'il y avait Jörn Simmons, si pas je dis pas de bêtises. Ouais. Et ouais, c'était franchement c'était un truc Lucky de fou. Kid, Théoman, qui a été là-bas, qui a été signé derrière. Je me rappelle plus s'il était. Ah, est-ce qu'il était au try pas je me rappelle plus s'il faisait partie des. Non, il était pas au tryout, je crois. Ok. Je me rappelle plus. Honnêtement, je me rappelle plus. C'était en 2018. Moi, je fais appel à ta mémoire. Non, ma mémoire, elle est. Je prends trop de coups à la tête. c'est que ça, c'est mon excuse. Bon, je vais le dévoiler, je vais me faire lyncher. Mais à chaque fois que j'oublie un truc. Ouais. Et qu'on me dit, ah putain, t'as encore oublié. Je dis, non, mais tu sais, je prends des chutes. Ouais. Je prends des coups à la tête. J'oublie des fois. Non, mais. Et ils nous ont dit qu'on allait tous avoir des opportunités, mais ils savaient pas encore quoi concrètement. Et moi, il y avait l'idée d'un Mayang Classic 3 qui... C'était en rumeur à l'époque, ça circulait donc, beaucoup sur les sites. Donc j'étais potentiellement prévue pour ça, mais c'était pas, il y avait rien d'acté en fait. Mais ça t'a remotivé de ce fait, ça t'a reboosté. Exactement, en fait, moi je me suis dit, ils m'ont dit, s'il y a Mayang Classic, c'est dans 1 an. Donc j'ai 1 an pour faire mes preuves, revenir, faire un match à la WWE et me faire signer grâce à un seul match, tu vois. Ok. Donc là, j'ai changé de tenue, j'ai investi, je suis partie à la VXV, tous mes week-ends, je les passais sur la route à m'entraîner ou à catcher. Ensuite, justement, les promos, ça a évolué, etc., quoi. WXW. Exactement, j'ai contacté direct la WXW dès que je suis sortie de tryout. Ça t'a ouvert des grosses portes. C'est des gens que t'as rencontrés justement lors du tryout, avec qui t'as discuté, qui t'ont dit, ok, bah viens t'entraîner chez nous et on va voir ce qu'on peut faire, parce que eux ils développent également à côté de ça une division féminine de plus en plus. Le catch féminin, bah aussi grâce à l'exposition médiatique qu'en donne WWE, parce qu'on est dans cette période qu'on appelle la révolution féminine, avec des Charlotte Flair, des Sasha Banks, etc. Tu te dis, ok, l'Allemagne, je tente le coup. Ça manque pas parce que 2019, tu commences en mars là-bas. Ouais. T'es championne en juin. T'es championne en juin, meuf. C'est insane. C'est insane. À la VXV. À la WXW, la plus grosse compagnie européenne. Et avant ça, c'était Toni Storm qui était championne. C'est ça. Tu prends le titre à Toni Storm? Ouais. Moi, j'ai pas fait le pin sur elle, mais je prends le titre à Toni Storm. C'est un Fatal 4-Way, c'est ça? Ouais, Fatal 4-Way, exactement. Et là aussi, on parle de catcheuses de renom. T'affrontes des filles comme Valkyrie. Qui te rejoint aussi après tu revois après du côté d'NXT UK. Toni Storm, on en parlait. Il y a aussi d'autres catcheuses de gros renom. Tenille Dashwood, Emma, oui. Ouais, il y avait Lufisto aussi. Lufisto, Lufisto, super, tu pouvais parler français. Incroyable, ouais, on pouvait préparer le match en français. C'était fou, ça. Et en plus, ce qui était marrant, c'est pendant le match de Lufisto, c'est que c'était en Allemagne et il y avait plein de Français qui s'étaient déplacés. Ouais. Et moi, j'étais heel, mais ils étaient en train de mettre de la hit sur elle en français et elle répondait en français. C'était tellement drôle, ce match. C'était incroyable. Franchement, cool. Ça m'a apporté vraiment beaucoup d'expérience, ce genre de choses. Meiko Satomura, derrière. J'ai catché à Toronto grâce à la BXV aussi. Ouais. Enfin, bref, franchement, ils m'ont vraiment beaucoup aidé. J'en serai éternellement reconnaissante à la BXV. Franchement, c'est un truc de fou, quoi. Parce que ça a été un super tremplin, ils te mettent championne. Ils m'ont fait. Ils t'ont vraiment donné un gros truc, en fait. Ils me bookaient très forte, en fait. Tu vois. Donc, et ça me motivait parce que derrière, il y avait quand même les heures de route. J'étais professeur des écoles à l'époque, donc la semaine je travaillais toute la semaine. Le week-end je faisais de la route. Une fois j'ai fait 12 heures de route pour aller sur un show WXW, t'imagines. Et j'ai conduit sur le retour. Je suis rentrée en voiture et j'ai même pas dormi à l'hôtel, tu vois, parce qu'il fallait que le lendemain j'aille travailler. 8h30, t'es là, t'as tes élèves, t'as cours. Avant ça même. Je pense que je crois que c'était 7h45, 8h, un truc comme ça. Non, c'était vraiment c'était une période très compliquée. Je sais pas si aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis j'avais vraiment beaucoup de passion, parce que si on me demande aujourd'hui actuellement de faire la même chose, travailler toute la semaine et le week-end faire de la route et aller catcher, franchement je suis trop fatiguée, non. J'aurais la flemme. Non, c'est dur, j'avais la dalle. J'avais la dalle. T'avais cette notion de sacrifice. Et de ce fait, en effet, WXW te donne un gros run. Avant ça, t'as fait aussi un peu d'Allemagne, t'avais gagné des championnats à la Wrestling Cult. Exactement. C'est ça. Ouais. Ça se poursuit, t'as aussi quelques dates en France, tu travailles principalement avec la Wrestling Star. Exactement. Bon, tu fais beaucoup les mêmes matchs. Oui, malheureusement, c'était ça. C'est vraiment c'est un autre niveau, on va dire. Ouais.
Non, c'est ce que je disais, c'est que comme on fait tout le temps les mêmes matchs à la WS, si on n'a pas d'objectif plus haut que la France, c'est pas grave, quoi. On fait les mêmes matchs, ça se passe bien, et puis voilà. Mais si on veut si on veut se développer, si on veut aller dans des grandes fédérations, dans des grandes entreprises comme la WWE, il faut prendre de l'expérience et savoir faire plein de matchs, quoi. Enfin, être fluide. Le maillon classique, ça n'arrive pas? Malheureusement, le maillon classique n'arrive pas. Là, c'était vraiment le coup de massue. T'apprends ça quand, en 2018 ou début 2019? Donc c'était censé être prévu pour septembre 2019. Ouais. Si je dis pas de bêtises, ouais, septembre 2019. Moi, j'attends été 2019, il n'y a pas de nouvelles. Début septembre, il n'y a rien qui sort. Et je crois que c'était fin septembre ou un truc comme ça, je reçois un message, un mail disant, bah écoute, il n'y a pas de moyen classique, quoi. On n'aura pas de moyen classique. Et là, franchement, coup de massue. J'avais investi toute l'année sur moi, sur mon physique, sur mes tenues, qui m'ont coûté c'était vraiment hyper cher en plus. Puis c'est là où tu développes en plus ton personnage de French Hope, d'espoir français. C'est venu comment en fait? Alors, French Hope, en fait, avant j'étais ML Winchester. Ouais. Comme certains de vous. C'est quoi? C'est la carabine? C'est une erreur de casting. C'était une erreur de jeunesse. Ouais, c'est ça. En fait, j'étais sur les réseaux avant de faire du catch et je m'appelais Winchester parce que j'étais fan de Supernatural. Ah, ok! Pas mal. De Jean et ça, j'étais une grande fan et du coup, j'avais ça comme nom. Et en fait, le premier booking, malheureusement, mon nom c'était ça et c'est resté, enfin, malheureusement, c'est resté comme ça. Ouais. Et puis après, vas-y, ça a suivi. Et après, j'ai essayé de trouver une signification derrière. Et la seule signification que j'avais trouvée, c'était, tu sais, le Winchester, le fusil. Quand je t'attaque ou quand je te mets des coups, ça fait comme une balle de fusil, un petit truc comme ça. Mais pour moi, ça sonnait pas... Il y avait pas... Ça me ressemblait pas assez, tu vois. Okay. C'est là que j'ai décidé de vraiment enlever le Winchester. Ouais. Et French Hope, c'est venu... je suis franco-marocaine. Et en fait, je voulais que mes deux origines soient représentées, la France et le Maroc. Ouais. Et mon vrai prénom c'est ML et ça signifie espoir. Ok. Donc espoir, ML, l'espoir et French. Donc espoir c'est marocain, French, français, espoir français. Ah, c'était parfait. Donc ça c'était cool. Super proposition. Cool. Et puis c'était cool. T'es de ce fait, grâce à l'Allemagne, t'es dans un spot aussi où t'es la catcheuse internationale en vogue. Et tu représentes aussi, je pense, cet espoir français que les catcheurs français peuvent dépasser les frontières. Casser les barrières, casser les préjugés également, parce que on a malheureusement cette image en France, ça il faut le savoir, les catcheurs français, on n'en a pas vu à la WWE depuis André le Géant, malheureusement. On a eu une petite expérience avec Sylvester Lefort, Louis Fontaine, Marcus Louis, mais ça a pas duré longtemps et ça a pas non plus le rayonnement, le gros rayonnement. French Hope c'est super, et WWE en effet il y a pas le maillon classique, mais NXT UK, t'as une opportunité de bosser, c'est en novembre je pense. Exactement. Contre Ginny justement, t'en parles et t'es diffusé. Ouais, bon ils me disent il y a pas le maillon classique, mais viens faire un essai au PC à Londres et on voit comment ça se passe, viens faire une semaine. Et j'ai fait la semaine d'entraînement, c'est hyper bien passé. J'ai eu un match d'entraînement avec Valkyrie, IFA, et ils étaient comme des oufs sur ce match, c'était incroyable. C'est juste un match d'entraînement, mais on s'est tapé sur la gueule comme on faisait à la WXW. Et quand ça tape fort et que t'as l'impression que ça se rentre dedans, etc., tout en restant safe, ils adorent. Ils adorent. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils recherchent. Derrière, les mecs, ils étaient tous en train de nous saucer, de nous encourager, etc. Ils étaient comme des oufs. Et je pense que c'est grâce à ce match que j'ai signé derrière. Donc c'est cool. Mais c'est l'attente, en fait. Ils t'appellent plusieurs fois, tu fais plusieurs matchs. C'est ça le problème. Déjà, je me prépare pendant 1 an. Il n'y a pas le maillon classique. Ça se passait mal à l'époque au travail, à l'école. Couverture médiatique aussi là-dessus, malheureusement. Donc là, j'étais vraiment dans une période où je me disais, putain, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Quand est-ce qu'ils vont me signer? Il faut qu'ils me signent vite, sinon là, ça va être compliqué. Et derrière, première semaine, ça se passe hyper bien. Ils sont contents du match. Mais derrière, ils me signent pas tout de suite. Ils me rappellent, je reviens. Ça se passe hyper bien. Ils me donnent encore un match qui est encore diffusé, mais ils me signent pas encore. Donc, et c'est pour ça aussi que, on va faire une parenthèse, mais l'histoire avec Catch News, ça m'avait vraiment touchée, justement parce que c'était pas vrai. J'avais pas été signé. Non, j'avais pas signé et j'avais même pas de rumeur. On m'avait pas dit on va te signer, tu vois. Je venais, je faisais mon travail et c'est tout. Donc tu vois un média qui sort le truc. Moi, ça se passe mal au travail, ça se passe mal dans ma vie privée.
ça se passe mal, enfin ça se passe bien, mais il y a pas de contrat derrière. Ouais. Et je vois un média qui balance ça, et là franchement j'étais pas bien. T'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Ouais. Tu leur en veux encore? En fait, je leur en veux pas d'avoir balancé la news parce que c'est des journalistes, ça y a pas de problème. Ouais. Mais je trouve que dans le petit milieu qui est le catch français, je trouve qu'on s'entraide assez entre catcheurs et journalistes. Ouais. Généralement, tout est fluide, tu vois. Ouais. Et moi, je pensais qu'en leur disant, en leur envoyant un message, écoutez, je suis pas, il y a rien quoi. Ils allaient arrêter, tu vois. Mais derrière, ils ont réenchéri en fait. Ouais. Ils ont réenchéri avec une citation en mode. Vas-y, on sait très bien, tu vois. En fait, c'est plus ça qui m'a touché que le fait de balancer la news, ça, c'est pas grave. Ça, je peux pas leur en vouloir, ça reste des journalistes, etc. Mais derrière, le fait de réenchérir, sachant que moi, derrière, j'étais pas signée, j'avais les boules. Mais bon. Après, derrière. Ça a fini par arriver. Tu signes quand alors avec la WWE? Je signe. Il m'envoie mon contrat en mars, un truc comme ça. Mars 2020. Après ça a été. Il y a la pandémie, c'est ça le pire, quoi. C'est ça, exactement. C'est ça le pire. Exactement. Tout s'arrête. Donc, le monde s'arrête en mars 2020. La semaine où Trump ferme les frontières, je reçois mon contrat. Et j'étais comme ça. Et j'ai pas dit à mes parents, j'ai dit à personne. Et t'étais en plus de ça planifié pour participer au WrestleMania Weekend parce que tu devais participer à quelque show? Je pense. Oui, je devais aller à la pénis party de J'étais bookée. T'as annoncé là-bas. Ouais, j'étais bookée. J'avais pas mal de bookings parce que je devais partir avec la WXW d'ailleurs. Ouais. Et je commençais à avoir des bookings aux États-Unis et tout, et je vois que tout s'arrête, le monde il commence à s'arrêter. Et là, ils m'envoient mon contrat, mais je me dis, en fait, je l'ai pas encore signé, ils l'ont pas encore contre-signé, et ils viennent fermer les frontières, Trump. Donc, si ça se trouve, mon contrat, et en fait, il vaut rien, tu vois. Donc, le temps que ça se fasse, j'ai attendu un petit peu pour le dire autour de moi, etc. Parce que j'avais peur qu'en fait, ils annulent mon contrat. Bah, carrément. Tu vois, ce qui aurait été possible, au final. Mais voilà. Ils annulent pas mon contrat, ils le contre-signent. Je renvoie un mail, je dis, c'est bon, ça se passe comment, là? Je dis, non, ça t'inquiète, c'est bon. T'es sous contrat, maintenant. Y a pas de souci. Donc, ça, c'était cool. Donc là, c'était un gros point, moi. Là, en plus, pendant la pandémie, si j'avais pas signé à ce moment-là, je pense qu'après ça aurait été mort jusqu'à ce qu'on reprenne, en tout cas. Jusqu'à ce que ça se termine, quoi. Jusqu'à ce que ça se tasse. Ouais. Donc franchement, j'ai eu du bol. Et j'ai eu un peu de chance aussi. C'était le timing, il était parfait. Ce qui est bien de ce fait, c'est que on parlait tout à l'heure des médias, mais c'est un peu vécu comme un événement. En plus, t'es pas seul. Il y a aussi Olap Margot, qu'on salue. Artemis, qui arbitre là-bas, arbitre française. Déjà, t'es pas seul, parce que tu t'intègres justement à un truc qui est totalement nouveau, à une machine qui rôdait totalement autrement. Mm-hmm. Comment ça se passe, l'intégration du côté d'NXT UK? Alors, c'est un peu compliqué. C'est vrai. Alors, pour illustrer ça, c'est comme si, par exemple, tout le monde avait fait sa rentrée des classes. Ouais. Et puis toi, t'arrives 2 mois après, tu vois. Ok. Les groupes, je pense que ça parlera un peu à tout le monde. Les groupes, ils sont déjà faits. Ouais. Il y a encore la barrière de la langue. Ouais. J'étais pas rodée en anglais quand j'ai débuté. Forcément, il y a des gens qui ont peur pour leur spot, etc. Ouais. Donc franchement, l'intégration, elle était compliquée. Ouais. Puis les Anglais, ils étaient tous ensemble, les Allemands ensemble, tu vois. Ouais. Chaque groupe était déjà fait. Artemis, je m'entendais bien avec elle, etc. Ouais. Mais elle était arbitre, du coup, on n'avait pas forcément les mêmes horaires, où on n'était pas ensemble tout le temps, etc. Tu vois. Elle avait aussi déjà une intégration, je pense, avec les lutteuses anglaises parce qu'elle travaillait là-bas en tant qu'arbitre. Oui. Après, comme c'est 2 trucs différents, tu vois, c'est 2 métiers différents, on n'est pas en clash, tu vois. Le noyau, en plus de ça, anglais, parce qu'il y a quand même une grosse majorité de catcheuses anglaises. Exactement, eux, ils se connaissaient d'avant. Très ensemble. C'est ça. Et puis, elles se connaissaient déjà avant NXT UK, tu vois. T'avais pas catché en Angleterre. Et moi, j'avais jamais catché en Angleterre. Non, le premier match que j'ai fait en Angleterre, c'était pour la WWE. Ouais. Donc, je les connaissais pas, j'avais d'affinité avec personne. Franchement, l'intégration au début, c'était très compliqué. Heureusement qu'il y avait Ifa, Valkyrie, il y avait Killer Kelly aussi. Oui, bien sûr, Bon, après, elle est pas restée longtemps, mais franchement, c'est les 2 qui m'ont vraiment aidée et je les en remercie aujourd'hui, c'était cool. Ouais. Il y a un truc qui est super cool, c'est que dès lors que t'es diffusé, il y a un soutien populaire de ouf de la part des réseaux, incroyable, Twitter, Insta, tout ça, gros soutien, ça rayonne. Ouais. La France rayonne en réalité. Moi, j'ai un souvenir, c'est vraiment un des souvenirs qui m'a le plus marqué. C'est en 2021, je crois, t'affrontes Piper Niven. Ouais. Et je me souviendrai toujours, tu perds le match.
Évidemment. Mais il y a un tel buzz sur les réseaux, autour de toi, autour de Amal, etc., que même elle dit, mais c'est incroyable, quoi. Même elle, ouais. Elle dit, c'est incroyable la ferveur que ça provoque en France. Et eux, limite, ils ont pas ça, tu vois. Il y a pas toute l'Écosse, tout l'Angleterre, etc. Il y a vraiment ce truc qui est un peu chauvin du côté de la France. Mais ça fait encore plus rejaillir ce côté espoir français. Exactement. Moi, je vous remercierai jamais assez pour toute la force que vous m'avez donnée pendant toute cette aventure, quoi. Et même maintenant, je me suis rendu compte aussi, ce qui me fait très très plaisir aujourd'hui, c'est que les gens ils continuent à me suivre, malgré le fait que je sois plus à la WWE. Et là, je me dis ça c'est incroyable, tu vois. Mais il y a beaucoup de catcheurs qui ont vu ça aussi. Même la direction, ils m'ont dit jamais on aurait pensé que tu pouvais être aussi populaire en France et que ça avait autant d'engouement. Et tout le monde le dit, même les gens du main roster, déjà les fans français, c'est des passionnés, c'est un truc de fou. Ils sont toujours à fond, ils réagissent à tout et c'est ça qu'ils veulent. Ils recherchent des gens comme ça. Et ils étaient un petit peu jaloux aussi, les autres catcheurs. Ouais, bien sûr, je me doute. C'est incroyable comment, à chaque fois que tu fais un match, il y a des centaines de personnes sur Twitter qui réagissent, etc. T'as mis le hashtag Friendshop, tu l'as mis en tendance sur Twitter à un moment. Mais bien sûr, en fait, j'étais souvent entêtée. Quand j'ai fait mon match contre Meiko Satomura, là, c'était incroyable. Alors que j'avais gagné un seul match juste avant. Genre, une semaine avant, ils me font gagner un match. Hop, ils me mettent dans la course au titre. Ils font un gros truc autour de moi. Et les gens, ils y croient. Tu vois? Déjà, ils ont cet espoir. Ils savent qu'elle va pas perdre son titre parce qu'elle vient de le gagner, etc. Mais les gens, ils sont à fond, tu vois. Ils me soutiennent, ils me suivent, ils partagent, etc., etc. Et ça, vraiment, ça les a... la WWE, ils étaient là. Ça les a interpellés. Ça les a vraiment interpellés de voir la réaction des gens. J'étais entêtée, France. Et du coup, ce que je disais, c'est qu'on a eu les contrats télé en France. À chaque fois qu'il y avait la diffusion, les catcheurs d'NXT UK, ils me disaient, en fait, on a plein de messages en français à chaque fois qu'on passe en France. Et c'est incroyable que même quand c'est diffusé en anglais, ils avaient pas autant de messages, tu vois. En tout cas, les fans français, ils ont vraiment eu un impact. Mais c'était énorme. Je pense que ça a changé la vision de la WWE de la France, quoi. Parce que NXT UK, c'est un produit qui était en exclusivité sur le WWE Network. Exactement. Il y avait des diffusions sur BT Sport, mais je crois avec 24 heures de décalage. Exactement, mais après, BT Sport. NXT UK, en fait, le fait de rajouter ce programme-là pour découvrir d'autres talents, d'autres catcheurs, c'était aussi une opportunité de soutenir le catch français. T'as senti véritablement une différence dès lors que t'as été, en plus de ça va être cool, commenté par Philippe Chéreau et Christophe Ajus qui ont beaucoup compté pour toi. D'ailleurs. Bien entendu. Ah oui, ça a pris encore un peu plus. Les gens ils étaient contents, les gens ils réagissaient. Se faire commenter par Philippe et Christophe. Moi, j'étais sur un petit nuage. Franchement, c'était un truc de fou. C'était une concrétisation. Et j'espère que s'il y a NXT Europe, qui vont continuer, qui vont avoir d'autres contrats, etc. Parce que la France, en fait, il faut capitaliser sur la France. Et je pense qu'ils s'en sont rendus compte aussi à ce moment-là, quoi. Ils s'en rendent compte. Il y a d'autres expériences. On va peut-être rassurer les fans en disant la France, on compte et on est en train de faire en sorte que ça compte de plus en plus. Mettez-vous ça dans la tête. Moi, quand j'ai appris pour NXT Europe, je me suis dit, OK. C'est-à-dire que ça va plus se cantonner juste à un pays. Exactement. NXT, ils ont eu une petite tournée européenne. Pas seulement qu'en Angleterre, ils sont venus en France et en Belgique. Et en France, ils sont venus au Cirque d'hiver. Et j'ai l'impression, quand j'ai vu que les images même du Cirque d'hiver, elles sont des fois reprises dans des clips, ils ont kiffé. Exactement. T'en sais quelque chose? Ouais, j'en sais quelque chose. C'est vrai? On t'en a parlé? Alors, on m'en a beaucoup parlé. Quand on demande à des catcheurs qui ont fait la tournée, c'est quel endroit qui t'a vraiment marqué, tout le monde dit le Cirque d'hiver. Vraiment, c'est une salle exceptionnelle. Elle est belle, elle est incroyable. Il y a une ambiance. Il y a un cachet. C'est un truc de fou, quoi. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens en interne qui essayaient derrière de refaire des choses là-bas. Et s'il y a NXT Europe, espérons que ça se fasse, quoi. Là, l'univers du catch, il a pas mal changé parce que Vince McMahon a pris sa retraite, Triple H est arrivé. On a senti qu'il y avait aussi une possibilité de donner de nouvelles opportunités à certains. Malheureusement, NXT UK, c'est terminé. Pour toi, fin d'une aventure. Ton rêve, c'était d'aller aux États-Unis. Ça s'est pas concrétisé. Mais pour autant, est-ce que ça te démotive? En fait, j'ai l'impression que j'avais besoin de ce break. C'est vrai. Un côté, j'avais l'impression que je m'embourgeoisais un petit peu, tu vois. Malheureusement, à NXT UK, on n'a pas beaucoup d'entraînement, on n'a pas beaucoup de matchs. C'était un rythme
On avait des entraînements et des enregistrements toutes les 6 semaines à peu près, des fois un peu plus. Donc voilà, on n'a pas fait beaucoup de matchs en une année. Là, en 2 mois, je vais faire plus de matchs que j'ai fait en un an à la WWE. Parce que là, ça y est, t'as déjà des opportunités. Tu retournes à la WXW. T'étais en Hollande le week-end dernier. Ouais, j'étais en Hollande avec... Ça part, il y a une tournée qui se prépare aussi. Donc il y a plein de choses qui arrivent et j'ai l'impression que ça m'a redonné un petit peu cette dalle, tu vois, que j'avais peut-être un peu perdu aussi. Et là, je me dis que c'est vraiment le moment de faire tout ce que je pouvais pas ou dont j'avais pas le temps de faire, etc. Donc j'essaie de prendre ça de manière assez positive, on va dire. Mais non, ça... Tu vois ça comme une opportunité. Ouais, je vois ça comme une opportunité pour l'instant. Après, on verra comment ça va se passer par la suite. Mais faire rayonner ton nom. Exactement. Faire plein de choses, plein de trucs cool et avancer et penser à moi, me dire qu'est-ce que moi j'ai envie de faire et le faire, pas me dire qu'est-ce que j'ai le droit de faire. Tu vois, c'est différent, c'est une différente manière de penser maintenant. T'avais une espèce de plafond que tu pouvais pas dépasser en fait parce que t'avais pas les mains libres pour faire tout ce que tu voulais. Exactement, il y a plein de choses qui étaient en stand-by. On parlait juste d'opération de com, tu vois. Moi, c'était même impossible pour moi de te contacter, de passer par WWE pour qu'on puisse se parler et faire une émission. Là maintenant, enfin, t'as eu l'occasion quand même de faire 2-3 trucs parce qu'il y a Beansport qui sont venus te filmer. Alors au tout début, comme il y avait un gros engouement quand j'ai signé, première catcheuse française, il y avait plusieurs journalistes qui avaient déjà bossé avec moi auparavant, qui illustraient ma vie de catcheuse et professeur des écoles. Et là, de voir que j'avais atteint mon objectif, il y a plein de gens qui voulaient me suivre et on a réussi quand même à caler Beansport. Ça, franchement, c'était vraiment top. Mais après ça, franchement, tout était hyper compliqué à booker, quoi. TPMP? TPMP, ça a été fait également. Avec, j'ai dû forcer. C'est vrai? Bah ouais. Mais ça s'est fait et c'était cool. Après, c'était pas forcément... j'aurais aimé que ce soit plus long et qu'on ait le temps de parler plus de catch, etc. Dans un autre cadre, exactement. C'était vraiment juste pour faire la promo du show qu'il y avait à Paris ce week-end-là. Exactement. Justement, tiens, pour revenir sur le dernier show qui a eu lieu à Paris, à Accor Hotel Arena, t'as eu l'occasion d'aller dans le vestiaire, de croiser des gens. Comment ça se passe? Avec qui t'as noué des contacts, des amitiés là, de WWE? Dis-nous tout. Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que ils m'ont pris le même hôtel qu'eux, j'étais dans les bus avec eux, enfin en fait j'étais traitée comme eux, donc ça c'était incroyable. J'ai rencontré Randy Orton, comme je pense plusieurs personnes le savent, c'est un de mes catcheurs préférés. Là c'était incroyable, j'avais une photo avec lui il y a 10 ans et là j'ai repris une photo avec lui, c'était un truc non, franchement, c'était cool. Sasha Banks, elle était très, très sympa. Natalia, comme d'habitude, vraiment hyper cool. Walter, bon, après, Walter, je l'avais déjà. Ça, tu le connaissais déjà. Shayna Baszler, j'en garde un bon souvenir aussi. On a un chat qui s'incruste. Voilà. Ça va, Gaston? Il nous montre son trou du cul, c'est bien. Voilà, impeccable. Bravo, Gaston. Belle apparition sur la chaîne C'est ça. On va lui faire un OnlyFans. Ça y est, c'est parti. Ah, ça l'intéresse pas trop. Il m'a rajouté du montage là et tout pour censurer tout ça. Non mais dis donc. Ouais, non, Shayna Baszler, non, je garde vraiment un très bon souvenir. Riddle aussi, qui était hyper drôle. Attends, la présentatrice, j'ai oublié son nom, mais il faut pas que tu le mettes. Samantha Irvine. Samantha. Attends, je cut Samantha Irvine. Vas-y. Samantha, elle était incroyable. Super. Quand on m'a dit que j'allais faire une petite apparition, parce que ça, c'était pas prévu. Absolument pas. Et j'étais juste j'étais en train de chill backstage, regarder le show. Et on m'a dit, tu veux... En fait, ils ont vu tout le monde avec des pancartes We Want ML. Et là, ils ont vu, bon, il faut qu'on fasse un truc avec elle. En fait, ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant d'engouement, encore une fois, tu vois. Oui, ils sont surpris par le public français. Et après, moi, j'étais un peu stressée. Et Samantha, elle était là, non, t'inquiète, c'est moi, je vais gérer, je vais dire quoi dire, etc. Elle est venue, on a fait le truc. T'as quand même ce moment génial. C'était gênant. Où tu fais le décompte. Pourquoi j'ai fait ça? On est là, 40, 39, 38. Oh là là. Mais pourquoi? En fait, c'était le stress. Je savais pas. Et après j'ai enchaîné, j'ai dit d'autres trucs. Non, on fait tous des erreurs, ok? Non, après, on a rattrapé le truc, on a relancé, le décompte, c'était cool. Ils étaient contents, ils étaient trop contents derrière. Les gens, ils ont bien suivi. Non, franchement, c'était cool. Après, effectivement, j'aurais aimé que ce soit un peu mieux organisé. Ouais, bien sûr. Si j'étais rentrée juste avec Christophe et Philippe, ça aurait été un truc de ouf. Bien sûr. S'ils avaient eu si j'étais pas rentrée aussi à l'entracte, où les gens, ils étaient déjà en train de partir, etc., etc. Enfin, bref.
Ça aurait été différent. Ça aurait pu être différent, mais déjà, de le faire, c'était pas prévu. Et donc, c'était cool. Là, moi, t'étais au milieu d'un ring avec plus de 10 000 personnes. Ouais, c'est ça. Il y a quand même ce truc, tu sens quand même cette énergie. Le public français, en effet, il marque. Et le public français, et il a marqué le main roster. Ils ont dit, même publiquement, que c'était le meilleur soir de leur tournée. C'est cool. Paris. Donc ça, c'est un truc de fou. C'est cool. Encore Christophe et Philippe m'en avaient parlé également. Enfin, ils en avaient parlé sur des émissions en disant Charles Robinson, il regardait ça avec eux. Ouais, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette ambiance, le public un truc de fou. Du début à la fin, dans tous les matchs, les gens criaient. Butch. Voilà, le clapping Butch, bien évidemment. Ça, c'est un... juste... il m'a follow derrière sur Twitter. Voilà, sympa. En même temps, tu lui as fait un truc de fou. Hein. C'est cool. On a hâte qu'il revienne. Ouais. Non, mais pour tout ça, pour dire que les fans français, vous avez un truc qu'ils n'ont pas ailleurs et il faut le garder, quoi. Faut s'en servir. Donc ça, c'est cool. Ça fait plaisir. NXT Europe, est-ce que tu sais des choses? NXT Europe, je sais pas grand-chose. Tu sais pas grand-chose. Non, à part c'est une question que les gens... Ouais, évidemment. De ce fait, ça te donne l'espoir? L'espoir ne meurt pas? Non, l'espoir ne meurt jamais. Il ne meurt jamais. Il ne meurt jamais. Donc, non, on garde l'espoir, on va travailler pour, on continue à travailler pour, mais à côté de ça, j'attends pas que ça. Tu vois, derrière, à côté, je fais mes trucs, je fais ce que j'ai envie de faire, je m'amuse, je prends du plaisir, je vais catcher ailleurs. S'il y a une autre proposition d'une plus grosse entreprise, je vais m'y intéresser et me donner les moyens, effectivement. Donc, voilà. Tu planifies des trucs, bouger un petit peu en Europe, pourquoi pas les États-Unis? Le Japon, t'en as parlé? Japon, j'essaye de voir, mais comme je disais, les portes, elles sont dures à ouvrir. Mais exactement, les visas de travail, c'est pour ça les États-Unis aussi, je pense. Voilà, s'il n'y a pas de visa, je vais aller travailler nulle part déjà. Ah ouais, bien sûr. Voilà. Faut pas que je me ferme des portes pour l'avenir. Donc, on a cette chance en Europe de pas être soumis justement à ces règles-là. Je profite de ce qu'on peut m'apporter. Déjà en Europe, le marché, il est ouf, quoi. Ouais. Je retourne à la WXW. Là, je vais retourner à la Wrestling Cult, APC. Là, je vais aller dans le sud. Je vais aller aussi un petit peu à la Rix. En Italie, il y a plein de choses qui arrivent, donc ça c'est cool. Ouais, j'ai l'impression que ça reprend pas mal en Italie. Ça sera la première fois en tout cas pour moi. Toi, c'est une première. Ouais, ce sera une première en Italie et franchement, c'est un pays. J'ai toujours voulu catcher là-bas, mais j'ai jamais eu l'occasion et là, c'est cool de l'avoir. Donc, c'est cool. Puis t'arrives avec un nom plus établi et tout, donc donc là, aussi... j'ai un peu plus de légitimité, on va dire, pour avoir des bookings en extérieur, donc ça. Et tu te prépares au cas où s'il y a NXT Europe. Ah oui, non, je reste toujours à l'affût. Je vais essayer de prendre des cours de théâtre. C'est pas encore acté, mais en ce moment, c'est ce que je cherche en priorité. C'est à améliorer vraiment ce côté-là aussi, tu vois. Côté scénique. Ouais. Je sais pas comment ça s'est passé du côté du PC à Londres. Ouais. Mais c'est quelque chose qui était fort mis en avant, justement, le côté théâtral, les cours de promo, ce genre de choses. Alors, je sais qu'à Orlando, ils ont des cours tout le temps. Ouais. Malheureusement, en Angleterre, comme on s'entraînait 1 semaine ou 2 semaines, toutes les 6 semaines, même si, tu vois, c'était compliqué. Et avant la pandémie, on avait toujours un coach sur place de théâtre. Du coup, on pouvait faire des cours. Et après, quand il y a eu la pandémie, il y a eu un nouveau fonctionnement. On n'était pas tous en même temps au PC pour éviter des contaminations, etc. Donc là, c'était un peu plus compliqué. Il y avait des cours qui passaient à la trappe, etc. Donc là, c'était un peu plus complexe. Évoluer, progresser à ce niveau-là, c'était pas... Déjà, je partais de zéro parce qu'en France, il y avait rien. Il y avait pas de promo. Trop peu. Il y avait pas. Mais en France, moi, j'ai jamais fait de promo. Bah non, je t'ai demandé, tu voulais pas. Ouais, mais ça, c'était pas un cours. Là, c'était pas un cours. Là, tu me donnes le micro et tu me dis, vas-y. C'est pas pareil. C'est pour ça aussi que j'étais stressée. Mais si derrière, j'avais eu des cours. Et que tu m'avais donné le micro ensuite, là, j'aurais été plus. C'est un truc qui manque, tu trouves, dans le système de formation en France. Ouais. Et même, il n'y a pas de formateur qui va t'apprendre, qui va te donner des cours de promo en France. Tu vois? C'est compliqué. C'est compliqué. Je pense à des gens comme peut-être Tom Laroufa ou Lucas Giléo, qui étaient assez bons au micro, qui peuvent donner des conseils. Mais encore une fois, ils ont leur vie, ils vont pas passer des heures à donner. Et puis il faut qu'ils soient employés également pour le faire. Exactement, et rémunérés, etc. Donc ça a un coût. Je pense qu'à ce niveau-là, on devrait faire des efforts. C'est un de tes objectifs peut-être plus à long terme de t'investir dans la formation en France? Aujourd'hui, non. En fait, j'aimerais bien, mais c'est pas ta priorité, c'est pas le moment. C'est pas que c'est pas ma priorité, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir les moyens de le faire.
Je vois ce que tu veux dire. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, en fait, j'aimerais faire des trucs et j'aimerais que certains domaines dans le catch s'améliorent, les structures, comment on professionnalise la discipline, etc. Okay. Mais je sais pas comment faire. Je pense pas avoir les moyens financiers, etc., ni les contacts actuellement. Donc, je pense que c'est compliqué en fait. C'est pas que je ne veux pas, mais c'est compliqué. Il faut s'entourer des bonnes personnes, mais si on arrivait à faire ça, ça serait un truc de fou. Ouais. Tu vois, on n'aurait plus besoin d'aller à l'étranger. Les gens, ils se formeraient en France. Et ensuite, tu pourrais envoyer un produit fini, on va dire, ou semi-fini, directement en show, quoi. Et t'inciterais de se faire des catcheurs étrangers à venir en France. Exactement, si t'as une bonne formation, les gens viendraient. Bien sûr. C'est comme ça. Le circuit indépendant, c'est beaucoup ça. Moi, pour avoir passé quand même pas mal de temps dans le milieu, t'as en effet des catcheurs américains, etc., qui viennent par exemple en Angleterre et qui s'y posent pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir du boulot à ce moment-là. Et que ça va tourner pour eux, qu'ils vont s'améliorer, qu'ils vont prendre de l'expérience. Tu vois pas ça en France. Non. On est encore en retrait, on y travaille. T'as participé justement à faire rayonner le nom de la France et surtout, on a une fanbase. On a une fanbase. Vous êtes là. De malade. Vous êtes là. Ouais. À part le théâtre, t'as aussi fait pas mal de connexions avec le milieu du MMA. Tu pratiques ? Alors là, je me suis mis cette année, ça y est, j'ai commencé. J'avais pas mal regardé des shows en live, ça m'avait donné hyper envie. J'avais rencontré Cyril Gann, j'avais été à Arès plusieurs fois, etc. Et après, je me suis dit, il faut que je tente aussi, mais j'ai toujours cette appréhension, tu vois, comme le catch, c'est quand même assez différent des sports de combat. Et c'est préparé pour pas te blesser. Si tu te blesses au MMA, tu te blesses au MMA. Ouais, rentrer dans une cage, pour moi, je respecte trop ces gens parce que rentrer dans la cage et dire je vais défoncer le mec en face, et peut-être que moi je vais me faire défoncer aussi, certainement. Dans tous les cas, je vais manger des coups, donc il faut en avoir dans ce libar, mais aussi il faut avoir du sang-froid, tu vois. Mais juste déjà, tu vois, te préparer, t'améliorer sur des skills, la lutte. Exactement. Donc pour l'instant, moi, je le prends dans ce sens-là. Je le prends dans le sens où je fais du MMA pour m'améliorer au catch. Ok. Voilà. Je me dis pas, je fais du MMA pour avoir entrer dans un la combat. Cage, comme tu vois énormément de catcheurs aujourd'hui, avoir ce genre de pratique. Après, je suis pas fermée quoi. À ça pour l'instant. Ouais. Donc à voir comment vont se passer mes prochains entraînements. Si peut-être qu'à un moment donné, je vais être chaud et je vais dire allez, je vais faire un combat de MMA. C'est en train de prendre. En France, on a l'UFC qui est venu il y a pas longtemps. Ouais, c'était incroyable. On a Cyril Gann, justement, des contacts. Il y a eu Morgan Charrière qui a fait beaucoup de choses également pour essayer de populariser. Morgan, il était venu à la WWE. Je l'avais invité. C'est vrai il avait kiffé. Ouais. Tu vois, c'est comme ça. Tu vois, au final, même ceux qui font du MMA, ils respectent énormément le catch. Ok. Tu vois, ils savent que c'est très physique et que même si c'est pas comme le MMA où on se tape sur la gueule, où on se tue. Il y a quand même des risques et il y a quand même des blessures, etc. Ouais, puis il y a quand même du professionnalisme et beaucoup de respect entre les combattants, faut pas l'oublier. D'ailleurs, j'avais vu Cyril Gann dans une émission, je crois que c'était Popcorn, un truc comme ça, où il avait fait une apparition et il racontait ce qui s'était passé, que les fans ils chantaient la Marseillaise. C'était immense. C'était super. Mais c'est incroyable, tu vois. Là aussi, tu vois, l'UFC, quand ils sont venus en France, ils ont été scotchés, quoi. Mais bien sûr. Parce que cette ferveur, elle est ouf. Je te dis, on a un truc en France spécial qu'on n'a pas ailleurs, tu vois. C'est ça. En plus, Cyril Gann, hyper cool, bon gamin, quoi. Donc, Il est génial. Les autres opportunités, on va en parler. Ouais. Justement, t'as dit que tu voulais également élargir les réseaux. Mm-hmm. Tu comptes lancer ta chaîne Twitch? Fais-moi un jingle. Révélation. Waouh. J'y pensais avant. Ouais. Mais malheureusement, avec la WWE, c'était assez bloqué à ce niveau-là. Ouais. Maintenant que je suis libre, je veux lancer ma chaîne Twitch et partager plein de choses avec vous, quoi. Ouais, parce que là, on n'a pas tout dit sur ta carrière, bien évidemment. T'as encore beaucoup de choses à expliquer. On va pas aller dans le détail à 100% tout de suite. Plein d'anecdotes backstage, etc. Et je pense que c'est ça qui intéresse aussi les gens. Bien sûr. Voir mon ressenti aussi sur ce que j'ai vécu, sur mon parcours à NXT UK, etc. Et des conseils également, parce que il y a des gens plein de questions. T'as inspiré des gens. Et ça me fait... Ça me ouf, touche. en fait. Ouais, c'est un truc de ouf.
C'est ouf. Quand je reçois des messages de gens qui me disent, bah, grâce à toi, je sais que c'est possible et tu m'as donné envie d'essayer, moi aussi, de me lancer. C'est fou. Qu'est-ce que tu as envie de dire là maintenant à quelqu'un qui te dit j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ce que tu fais, j'ai envie de marcher dans tes pas et je veux devenir catcheur à la WWE? Moi, j'ai envie de dire c'est possible déjà, parce qu'il y a plein de gens qui ils se disent non, c'est pas possible, je rêve trop gros. Non, on rêve jamais assez grand. Il faut rêver grand et puis après se mettre des paliers, des objectifs à atteindre petit à petit. Et je pense qu'il faut foncer si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, mais voilà, toujours avec des bagages. Aller à l'école, ayez des diplômes. Au début, quand vous allez commencer, il faut un taf à côté. On peut pas faire que du catch. C'est sûr. Sinon, je leur dirais de trouver une école la plus proche de chez vous. Allez faire un essai. Ce sera peut-être pas la meilleure école, mais vous allez chuter. Les bases, elles sont un peu les mêmes partout. Exactement. Vous allez courir dans les cordes. Vous allez voir que ça fait mal de courir dans les cordes. Les chutes, ça fait mal. Est-ce que ensuite vous allez vous dire est-ce que c'est vraiment pour moi, tu vois? Parce que en revenant à ma meilleure amie dont je parlais tout à l'heure, elle a fait son premier cours, elle était hyper fan de catch, elle a fait son premier cours, elle a dit le catch c'est pas pour moi, je peux regarder mais pas pratiquer. Tu vois. Donc je pense que cette première expérience elle est très importante et là ça va vraiment donner un tournant dans la vision de voir les choses des gens quoi. C'est soit je suis fait pour ça et là je me mets à fond là-dedans, je regarde où il y a des séminaires partout en France, je me donne les moyens, je paye mes déplacements, je vais sur place, je me fais voir. C'est comme ça qu'on est booké en fait. Moi j'étais dans le sud, je fais mon premier entraînement, après j'avais rencontré d'autres catcheurs qui faisaient des séminaires un peu partout, je me suis déplacée de Béziers à Paris, c'est là que j'avais été à l'APC, j'avais fait mon premier séminaire là-bas, ils m'ont vu, ils m'ont booké, enfin moi je voyais des séminaires, je payais mon trajet, j'allais sur place, je me faisais voir, je m'entraînais et puis c'est comme ça qu'on est booké. Et puis après, ensuite, un peu plus grand. Un peu plus grand à chaque fois, on monte petit à petit. Ouais, donc petit à petit, step by step, France, Europe, et ensuite États-Unis, les États-Unis, ou alors Japon, en fonction des objectifs de chacun. Et ne pas hésiter aussi à faire des grandes écoles, enfin grandes écoles entre guillemets, partir aux États-Unis, Rollins ou... il y a d'autres Tyler Breeze Tyler Breeze et Sean Spears aussi qui ont un gros sens. Lance Storm je crois qu'il a arrêté. Lance Storm il a arrêté mais voilà quoi, c'est c'est sur 3 semaines ou un truc comme ça je crois qu'il faisait, mais c'était intensif tous les jours et là tu peux vite voir aussi ce que tu vaux quoi, donc ça c'est cool. Où tu démarres, quelles sont tes limites et exactement, et si t'as envie, parce que te lever tous les matins pour prendre des chutes et finir à vomir à la fin de la journée, il faut les supporter aussi hein. Parce que c'est pas... Là, on vient d'écœurer tout le monde. Voilà, catch, on vomit. Non, après, il y a plein de... Mais en fait, les gens, ils regardent que les entrées, les spectacles, les belles tenues, les gens qui crient ton nom, mais ça arrive pas tout de suite, tout ça. Ouais, le sacrifice, il est important. Alors. Exactement. Twitch, alors. T'as des connexions, déjà, non? Tu connais déjà des gens? Je connais déjà des gens, oui et non, je te connais toi, déjà. Le boss du le président du catch. En France, du catch. Le président. Le The Event. J'ai vu ça t'a inspiré, ça? Ça m'a inspiré de ouf. 14 000 personnes en direct qui regardent le match. Aigle Blanc et Ponce contre Rivenzi et Kuro. C'était un stade de France. T'imagines? C'est un stade de France. C'est un truc de fou. Et en fait, j'ai vu que le catch, c'était pas que ça pouvait ne pas être que une niche, genre y a plein de gens qui peuvent s'intéresser au catch de plein de backgrounds différents et ça c'était cool. Et j'ai parlé un petit peu en plus avec Aigle et Kuro parce qu'ils étaient dans la voiture avec moi quand on est parti en Hollande et tout, et même eux ils ont kiffé. Grosse expérience. Ils ont bien représenté vous, parce que toi aussi t'en faisais partie, et merci pour ce que t'as fait, parce que t'as donné une visibilité au catch de malade, c'est un truc de fou. Et je trouve que Rivenzi et Ponce, ils ont vraiment fait honneur au catch, dans le sens où ils se sont entraînés et ils ont fait un truc propre, et c'était pas que du comique ou de la déconne ou pour rabaisser le catch ou quoi. Ça a donné vraiment une belle exposition en fait, tu vois. Et je vous salue à tous pour ça, franchement c'était grave cool. Ça m'a fait plaisir aussi de mettre que vous ayez mis en avant Aigle et Kuro, parce que c'est des bons gars. Et, tu le fais régulièrement en interview, quand t'as eu l'occasion un petit peu de t'exprimer, t'as beaucoup parlé d'Aigle et de Kuro. Malheureusement j'ai pas eu beaucoup d'interviews où on m'a posé des questions sur le catch en France, mais par exemple je l'ai fait avec Al. Et je me rappelle que j'avais parlé en tout cas d'Aigle. Kuro il commençait, il était encore
formation, rodage, on va dire, ouais. Mais bon, top 5 quand même. Top 5 France. Top 5, les mecs. Non, franchement, c'était grave cool ce qu'ils ont fait. Et non, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi propre. Franchement, chapeau Ponce et Rivenzi aussi pour ce qu'ils ont fait. C'était cool. Ça va en inspirer d'autres, peut-être. Espérons. Peut-être qu'il y a des streamers qui vont être inspirés par ça et peut-être que tu auras des adversaires. N'oubliez pas l'espoir la prochaine fois. Non, franchement, ça peut être cool. Moi, je suis pas fermée à tout ça. Au contraire. T'as envie de prendre part à des projets. Ouais, de fou. Et de faire rayonner le catch. Ouais, l'objectif, moi, c'est juste que le catch, ça reste... tu vois, donner une bonne image du catch, légitimiser le sport, tu vois. Montrer qu'il n'y a pas que le côté spectacle, qu'on se fait mal vraiment derrière. Ouais. Je pense que... Et qu'il y a plein de belles notions également. T'as tendinite. Attends, le bras, je souffre les mecs. Je voulais saluer aussi, ça faisait des années que t'avais pas catché, que t'avais rien fait sur le ring. Ah ouais, mais non, mais c'était une erreur de ma part, terrible. Terrible, je me suis pas du tout maintenu en bonne condition physique. Je t'explique, j'ai pris un flat bump juste pour m'entraîner parce que je devais prendre un RKO derrière, donc forcément je prends des bumps à plat ventre. Le premier que je prends, je mets ma main en opposition. Ça m'a dit non. Et ouais. Donc je prends un RKO, je me pose sur le genou pour faire style. Mais ok, ton ça va. RKO, il était très propre. C'est gentil. Franchement, merci. tu l'avais bien. J'aimais bien les prendre, c'est ce genre de truc. Ça va. Ça va encore. Et puis j'ai trouvé que c'était une super idée de faire participer les gens avec à chaque palier. Il y avait les paliers, il y avait des armes. Exactement. Et je pense que ça vraiment ça rendait le truc encore plus interactif et que les gens vraiment ils étaient dedans, tu vois. Ça c'est une idée qu'il faut garder. J'ai une dernière question. Est-ce que tu as été manger le Harkunir Burger avec Harkunir? Mais non, en fait... Ah mince. Non, en fait, il m'a invité, il m'a dit viens tel jour. Ouais. Je devais y aller un samedi et il m'attendait, mais en fait, j'ai eu un contretemps, j'y suis pas allée. Et je lui avais redit un autre jour, mais il était en tournage et du coup, c'était tombé à l'eau. Mais grosse force à lui. Ouais. Franchement, il fait un taf. Il t'a beaucoup soutenu? Mais de fou. Comment la connexion elle s'est faite? En fait, quand il y avait Michou et Inox qui avaient lancé le fait qu'ils voulaient faire un combat, moi j'avais tweeté, si tu te rappelles, et lui il avait retweeté ça, tu vois. Et c'était comme ça qu'il a vu qu'il y a une catcheuse WWE, il a retweeté, après on a pris contact. Voilà, je lui avais donné des places pour WWE Paris, mais il avait pas pu venir, il avait donné à un de ses potes, et il était hyper fan de catch et il avait kiffé à mort. Grave. Et c'est comme ça que ça... Enfin, les gens... Les connexions, elles se sont faites et tout. Genre, c'était hyper naturel, donc ça, c'était cool. Et hyper gentil. Et régulièrement, je vois que sur Twitter, ils te faisaient des clins d'œil et tout. C'était trop chouette. Ouais, franchement, hyper cool. Moi, j'aime bien les gens comme ça, chill, qui se prennent pas la tête. Franchement, c'est un bon gars. Mais c'est cool tout ce qui lui arrive. Oui, il lui arrive plein de trucs. Et si tu veux essayer le catch, c'est quand tu veux. Les messages, ils sont lancés. Pas seulement qu'à Harkunir, je pense qu'il y a beaucoup de candidats. Vous contactez Amal, on te retrouve sur tes réseaux. Avec toi. Non, il faut faire un truc tous ensemble. Moi, je suis l'homme de l'ombre maintenant. Je suis blessé, je suis blessé de guerre, c'est terminé. Moi, donner, recevoir, maintenant, c'est plus que... Non, on va donner, on va recevoir. Non, le but, c'est de faire grandir le catch dans son intégralité, tous ensemble, avec les gars, avec Kuro, avec Aigle. Quand je parlais d'NXT UK, je disais que c'était comme si je rentrais dans une classe qui était déjà faite, tu vois. Quand je suis retournée en Hollande avec Thiago, Kuro et Aigle, j'avais l'impression de retrouver mes potes, tu vois. C'est cool. Franchement, ça m'a redonné un petit coup de peps et tout, de retourner sur les routes, d'échanger et tout. J'ai fait un petit vlog, on a rigolé comme des oufs. Franchement, ça avait plaisir. Ça avait plaisir de revenir. Ouais. Comme on l'a évoqué, l'étape suivante pour toi, c'est Twitch. Tu te lances en octobre, mais avant ça, je vais t'accompagner. C'est très gentil de ta part. Je vais t'accompagner, puisque on a bien sûr, on a tourné quoi là, 1 heure, 1h30, je sais pas exactement combien de temps va durer cette vidéo, mais sachez une chose, c'est que les questions auxquelles on n'a peut-être pas répondu, on en reparlera ensemble prochainement sur Twitch, sur ma chaîne, où je t'inviterai pour répondre à vos questions, rendre le truc le plus... varié possible en termes d'interrogation. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Triple H, Shawn Michaels, c'est ce qu'il est sympa, tout ça, mais on dira pas tout. On t'en laissera également pour toi, quand tu te lanceras en solo comme une grande. En solo, je vais me lancer dans le grand bain toute seule. Dans le grand bain. Non, mais déjà, merci beaucoup de m'accompagner dans cette aventure. Là, aujourd'hui, c'était hyper cool. Dans la bonne humeur, la bienveillance, et c'est tout ce que j'aime. Et on va faire la suite sur Twitch, et ensuite, je me lancerai toute seule...
juste après. Donc Parce que voilà. t'as plein de choses à partager. Là, tu vas reprendre les shows indépendants. Exactement. Déjà, je vais revenir sur toute ma carrière. Ouais. Déjà en dehors de la WWE, à la WWE, donner plein d'anecdotes backstage, Ouais. mes ressentis sur mes matchs, sur comment ça s'est passé. Je pense que les gens, ça les intéresse beaucoup. Ouais. Et ensuite, effectivement, au fur et à mesure, dès que j'aurai des shows, je ferai des débriefs, je ferai peut-être des vlogs sur la route, etc. Ok. Je raconterai tout ça. Ça va être intéressant de te suivre. On mettra, tu m'enverras le lien de la chaîne, je l'intègre parce que je sais pas si elle a déjà été créée, mais je crois que La ça chaîne, va être elle est déjà créée. Amal French Hope. Ama French Hope. Amal French Hope, je peux intégrer le lien, il est intégré, Let's vous le voyez. go. Vous le voyez, il y a tous les liens, Non, tes c'est réseaux cool. sociaux, Twitter, Instagram. Ouais. Et un nouveau monde qui s'ouvre à toi, des nouvelles opportunités, un nouveau départ. On va te souhaiter que le meilleur. Merci beaucoup. Un dernier message pour toute la communauté du Catch FR. Celle On cherche le message. Hope never dies. L'espoir ne meurt jamais. On y Amal, va. c'était un véritable plaisir. Merci Merci à encore. toi. Et comme on dit chez nous, et tout le monde. Reste fort. Elle a la ref. C'était Sturi Ouais. Amal. Ciao, bye bye. Salut.